Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Tout d'abord, un grand remerciement de suivre ces aventures de rencontres qui donnent la voix à la pluralité des histoires des francophones de la région, à son rythme. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de parcours type, ni deux histoires identiques. Vous entendez ici les récits de ce qui nous a fait venir ici, surtout les réactions et les attitudes qu'on a pu adopter une fois sur place, et vous voyez que des analyses commencent quand même à se dessiner, des tendances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une administratrice d'un groupe Facebook bien utile dans la région, celui des mamans de Zurich, c'est Anna Lambin. Elle n'est pas que administratrice Facebook, vous allez l'entendre, mais j'en profite surtout pour vous dire de consulter la page des associations et groupes Facebook de Suisse alémanique que j'ai constituée sur le site de Franzine, et pour la remercier. Anna Lambin a une histoire toute particulière. Elle n'est pas francophone de naissance, vous allez l'entendre, et pourtant c'est la langue qu'elle parle en famille. Débordante d'énergie, d'idées, d'activités, cette professionnelle en marketing lance aussi son activité sportive en parallèle. Son succès et son chemin, Anna se l'invente en se donnant les moyens et par son goût du travail. Bonne écoute. Bonjour Anna, et merci de participer au podcast. Bonjour Jenny, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie de te rencontrer. Je dois te dire un grand merci, comme je l'ai dit, de permettre les publications de Franzine. Pour moi, c'est le seul moyen de faire connaître mon travail. Donc, avec grand plaisir, j'adore ce que tu fais et je pense que je ne suis pas la seule à te remercier en retour. Merci beaucoup. Et je vois que dans ton groupe, tu laisses beaucoup d'échanges, de dynamique. On a vraiment les mêmes visions de comment on peut s'entraider entre francophones. Oui, alors je pense que c'est une grande qualité de ce groupe. Comme tu dis, c'est l'ouverture, la bienveillance, les gens sont toujours prêts à aider. Il y a une question sur n'importe quel thème, que ce soit médecin, électricien, les écoles, n'importe quoi. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Et ça reste toujours gentil, bienveillant et à l'écoute. Exactement. Et je pense que c'est une solidaire. très, très grande qualité de ce groupe. Absolument, merci pour ça. Peut-être que tu nous expliqueras comment tu es devenue administratrice. Oui, avec plaisir. Alors, à l'époque, j'étais juste membre de ce groupe. Donc, quand j'étais enceinte la première fois, je connaissais déjà le groupe. Je l'ai rejoint. Évidemment, j'avais des tas de questions sur les poussettes et les crèches et tout plein de choses. Et voilà, j'ai observé un peu ce qui se passait dans le groupe. Et je trouvais qu'il manquait un petit peu ce côté rencontre. Donc, vraiment rencontre physique. Et j'avais déjà ce besoin-là en tant que future maman et après maman en congé maternité. Et j'avais contacté donc à l'époque l'administratrice Sophie qui l'avait créé, le groupe à l'origine. C'est pas moi qui l'ai créé, je tiens vraiment à le préciser. Sophie et Anne-Marie qui étaient à l'époque les deux administratrices, en leur disant voilà, moi ça me tente d'animer le groupe, est-ce que vous avez besoin d'aide? J'aimerais bien proposer des rencontres pour que les mamans déjà qui arrivent à Zurich et qui sont ici, peut-être qui travaillent pas, qui ont du temps avec les petits pour se rencontrer. Moi ça me tente d'organiser ça, est-ce que ça vous dit que je vous aide? Et elles ont accepté très très volontiers et après il se fait que Sophie a quitté Zurich, donc elle s'est retirée du rôle d'administratrice, et Anne-Marie pareil avec 2 enfants très occupés et du coup j'ai repris les rênes du groupe et il y a Mélanie qui m'aide. Oui, voilà, il y a Mélanie qui m'aide depuis plusieurs mois aussi. Alors ça représente pas beaucoup de travail, hein, c'est vraiment regarder les nouveaux membres qui viennent, qui s'y répondent bien aux questions, et regarder un petit peu les discussions si jamais ça arrive qu'il y a des sujets qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres. Et voilà, et j'ai commencé comme ça, j'ai proposé quelques rencontres avant Covid. Depuis le Covid, évidemment, tout s'est arrêté. Mais à chaque fois qu'on a des demandes d'entrer dans le groupe, pratiquement toujours, il y a ce point, j'aimerais faire des rencontres avec les autres parents. Tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment un besoin. On a tous cette intuition qu'on doit trouver un espace pour se rencontrer. Est-ce que tu veux bien commencer par nous raconter ton enfance? Donc, je l'ai un petit peu évoqué en introduction. Alors, je suis née en Russie, j'ai 34 ans, donc 86, des 2 parents russes, donc famille complètement 100% russe. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans, donc scolarité à l'école russe avec mes copines, mes copains. Et après, on a quitté la Russie en 97 pour aller du côté de Genève. Mon papa a été invité à travailler au CERN. Donc on a déménagé. On habitait sur le côté français et mon papa travaillait donc en Suisse et j'ai intégré le système français où j'ai fait ma scolarité de la 4e à la 1re. Donc j'ai fait 4 ans dans le système français en allant en parallèle aussi à l'école russe le soir, 3 fois par semaine. Ah d'accord.
Donc c'était assez intense. T'es une bosseuse? J'avais pas vraiment le choix, on va dire. On m'a pas trop laissé le choix, quoi. Donc voilà, l'école française jusqu'à 5h30 et après, en plus 2 heures le soir à l'école russe à Genève 3 fois par semaine. Je ne faisais que ça parce qu'on savait pas évidemment si on allait rentrer ou pas. Donc il fallait que je garde le pied un peu dans le système russe, que j'ai lâché au bout d'un moment parce que je me disais c'est plus possible et voilà, l'avenir se dessinait autrement. Ça m'intéresse de savoir les différences entre les deux systèmes. Qu'est-ce que tu apprenais du côté russe? Bon, hormis la langue, la littérature, la culture. Mais... Alors, c'était très condensé. J'allais donc 3 fois par semaine, 2 heures. Donc, 1 heure de cours, une matière, une autre heure de cours, une autre matière. Et en fait, dans cette heure-là, ils nous lâchaient tout le programme de la semaine entière de l'école de jour. Est-ce que, par exemple, tu trouvais que les maths, la physique, c'était plus soutenu Ouais. Et ça, je peux déjà donner un exemple. Quand je suis arrivée en 4e à l'école française, j'avais déjà fait des choses en maths à l'école russe, donc avant d'arriver, que j'ai revu en seconde dans le système français. Donc au niveau maths, c'est pas un mythe, le système russe est beaucoup plus avancé. Donc ça m'a bien aidée, parce que je parlais pas français quand je suis arrivée. Donc moi en maths, je m'en sortais. En maths et en anglais aussi, on commence l'anglais beaucoup plus tôt. Donc quand je suis arrivée en 4e, je pouvais communiquer très très bien, alors que mes copains français, ils apprenaient, je crois, depuis la 6e à l'époque, le LV1, anglais, et ils n'avaient pas du tout le même niveau que moi. Donc au moins en anglais et en maths, je m'en sortais pas trop mal. Tu t'es bien préparée à arriver comme ça du côté franco-suisse? Tes parents, ils t'ont préparée? Alors non, pas vraiment, c'était vraiment l'aventure. Pour eux aussi, ils n'avaient jamais été à l'étranger, donc ils ne savaient pas trop à quoi me préparer. On est arrivés comme ça... avec nos valises, et puis mon papa a commencé son travail, maman est restée avec moi, et moi on m'a mise dans l'école avec 15 heures de français par semaine pour les enfants. Ah oui, donc c'est pas une école française classique? Alors c'est une école française classique mais internationale, du fait qu'elle est à la frontière genevoise où il y a beaucoup de familles comme nous, et donc avec beaucoup d'enfants qui ne parlent pas français. Ils accompagnaient les enfants comme moi pour leur apprendre le français le plus rapidement possible avec des cours de FLE intense. Donc, ça a fonctionné rapidement pour toi? Ouais. Donc au début de la 4e, je savais dire 3 phrases. Je m'appelle Anna, bonjour, ça va, et puis ça s'arrêtait là. Et avec 15 heures de cours par semaine, mine de rien, on apprend très très vite. Donc au bout de la 4e, donc au bout de l'année scolaire, je parlais pas parfaitement, mais très très bien. Avec le recul, tu as des bons souvenirs ou tu te dis que cette période était vraiment trop intense? C'était intense. Du fait déjà qu'il y avait beaucoup de français à apprendre, donc il y a quand même une certaine pression. Et de l'école russe en parallèle, donc je ne faisais que étudier, que étudier tout le temps. Et c'est vrai que c'était une période intense. Tu t'es fait des amis quand même? Oui, alors certains, j'ai encore contact maintenant, beaucoup d'années après. Pas beaucoup évidemment, les gens se dispersent et je pense que c'est normal, mais oui, j'ai 2-3 amis de cette époque-là que j'ai encore, et on se parle, certes pas très souvent, mais on est toujours en contact. Et quelle était la plus grande difficulté en arrivant? Donc l'apprentissage de la langue ou... Oui, je pense l'apprentissage de la langue, certes, c'était pas facile, parce qu'évidemment, le 4e, c'est un âge un peu aussi compliqué, sensible, tous les enfants, ils sont pas forcément bienveillants, ils faisaient des blagues, etc. Donc voilà, après, j'avais aussi des amis qui s'occupaient bien de moi, avec qui je m'entendais et qui m'accompagnaient dans l'apprentissage. Et c'est surtout gérer les 2 écoles. Ça, vraiment, c'est... Quand tu sors de 8h à 17h à l'école française et que tu dois encore aller à Genève, faire 2 heures de cours de russe, où on te pacte la théorie d'une semaine en 1 heure. Oui, ça, j'imagine. Et donc, évidemment, après, le travail derrière, parce que l'heure de cours, il faut quand même la travailler pour avancer aussi. Et tu as eu quelle attitude? Tu demandais à tes parents de rentrer ou bien tu les accompagnais dans leurs décisions, dans leur... Il y avait pas le choix? Alors rentrer, non. Parce que ça me plaisait bien de découvrir l'Europe, découvrir la France, la Suisse. On a fait des petits voyages, on a découvert Annecy, un peu de la région, Paris évidemment. En Suisse aussi, Berne, je me rappelle, on est allé voir les ours. Et j'étais toute jeune et c'est vrai que c'était hyper cool d'être à l'étranger, de découvrir tout ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance. Et donc, après, il y a eu encore un nouveau déménagement. Et après, tu fais un peu le tour de la francophonie après ça. C'est ça, voilà. Donc, le contrat sur Genève touchait à sa fin. Et évidemment, mes parents, ils ont vu la vie en Europe. Et la vie en Russie, qui est quand même pas pareille. Ils ne voulaient pas du tout rentrer. Ça, c'était clair. Et déjà, pendant le temps qu'on était ici, là-bas, à Genève, on cherchait... mes parents se sont demandé... Quelles sont les options autres si on ne peut pas rester sur Genève?
Ce qu'on savait que ça ne serait pas le cas parce que le contrat était toujours à durée déterminée. Et à l'époque, il y avait donc 2 pays qui étaient ouverts à l'immigration, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Donc, on a pris le moins loin des deux. Mes parents ont choisi le moins loin des deux parce que Nouvelle-Zélande, c'est vraiment très, très loin. Oui. Le Canada, c'est loin, mais un peu moins. Et donc, ils ont fait le processus d'immigration pour partir au Canada. Et toi, comment t'as réagi? Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Alors, c'était compliqué, hein, j'avoue. Donc, je suis partie à la fin de la première. Donc, il me restait 1 année à l'école. Au début, mon père avait dans le projet d'aller à Edmonton. Donc, c'est vraiment de l'autre côté, du côté Californie, tout ça. Voilà, vraiment très, très loin, anglophone. Et moi, ça me bloquait énormément parce que je voulais plutôt du côté de Québec, francophone, etc. Donc finalement, il a changé d'optique. Il a dit, OK, on va aller à Ottawa, qui est à la frontière avec le Québec et qui officiellement est bilingue parce que c'est la capitale. Bon, en réalité, ça s'est avéré que c'est plutôt 95% anglais, 5% français. C'est le Fribourg canadien. Voilà, c'est un petit peu le Fribourg canadien. Donc on a commencé par Ottawa, où j'ai fini l'école, donc 1 année, et où j'ai fait 1 année de bachelor en sciences économiques à l'université d'Ottawa. Et après, mon papa a retrouvé un travail à Montréal, donc on a redéménagé à Montréal, et là, c'était très bien. Et là, tu t'es dit, quelque chose me manque en Europe. Et là, j'étais très, très contente de découvrir le Québec, parce que, par ce qu'on entend, hein, des gens, ce qu'on lit, alors les chanteurs, j'étais très très fan de Céline Dion, donc voilà, j'étais hyper cool d'être dans son pays. On fait beaucoup de parallèles avec la Suisse, hein. On dit aussi que les gens sont bienveillants. Oui. Même. Ouais, les gens sont très bienveillants, ils sont très ouverts. Enfin, tu vois, à Montréal, si tu es au centre-ville avec une carte, en 3 secondes, quelqu'un s'arrête pour te dire est-ce que je peux t'aider Ils sont et ils disent tu spontanément. Il n'y a pas de vouvoiement, même à l'école. Tu vois, les professeurs à l'université, ça m'avait beaucoup choqué au début d'ailleurs. Les étudiants leur disaient tu. J'étais mon Dieu, mais aucun respect. Mais en fait, c'est un peu américanisé quelque part. C'est très c'est très spontané, très locker comme on dit. Et ça me plaisait bien. Et en fait, pendant mes études à Montréal, j'ai fait un échange à Genève. Donc, je suis revenue aux sources, en quelque part, pour 6 mois. Et là, c'était le déclic. Là, je dis non, c'est l'Europe. Moi, c'est l'Europe. J'adore le Canada, mais je suis arrivée quand j'avais 17 ans. Donc, c'était trop tard, quelque part, pour vraiment intégrer la culture, etc. Et donc, je suis repartie de mon échange pour faire la dernière année de bachelor donc à Montréal, avec l'idée de voir les options en Europe, une fois les études terminées. Ouais. Et en Suisse en particulier? Alors, en Suisse, entre autres, j'avais considéré Suisse et France. D'accord. Et il s'est avéré que c'est la Suisse parce que, 1, je connais, et 2, quelque chose qu'on ne sait peut-être pas. Alors, en France, tout ce qui est école de commerce, etc., ça coûte très, très cher. Et en Suisse, les études ne coûtent pas cher du tout pour les étrangers. Ah, d'accord. Les études universitaires. Ils coûtent certes plus cher que pour les Suisses, mais on est loin, loin, loin des prix en France. Je m'en doutais pas. Et ça, c'était un grand critère de décision. Parce que les écoles de commerce... Ah oui, pour les écoles de commerce. Ouais, les écoles de commerce... j'ai fait un bachelor à HEC Montréal, donc j'étais déjà dans le profil école de commerce et je voulais continuer le master dans la même direction. Et ouais, la France, c'était pas une option. Une fois que j'ai regardé les programmes, les prix, etc., je me dis, mon Dieu, je n'arriverai pas à payer ça. Et je connaissais la Suisse, que j'aimais beaucoup, et je me suis renseignée un petit peu sur les programmes ici. C'est la première fois qu'on me dit que la Suisse est moins chère que la France. C'est ça, c'est pour ça que je le mentionne. On le sait pas. Pour les étudiants, c'est super, parce que vraiment, ils accueillent les étudiants étrangers sans les pénaliser, en quelque sorte. Alors après, certes, la vie en Suisse coûte plus cher, c'est sûr. Mais voilà, quand on est étudiant, on a une chambre d'étudiant à l'université. Le budget nourriture, il n'est pas énorme. Donc, on peut très bien s'en sortir. Donc, les frais de scolarité ne sont pas un gros poste dans le budget, on va dire. Donc, la première fois que tu viens en Suisse, c'est un petit peu subi, tu dois suivre. Et la deuxième fois, c'est vraiment une élection. Voilà, c'est ça. Et donc, Genève à nouveau? Neuchâtel pour faire le master. Donc, j'ai commencé avec un master en finance. Donc, j'ai fait mon bachelor en finance. Et en master en finance, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Je ne vais pas faire ça pendant 40 ans, c'est pas possible. Donc, j'ai changé après 6 mois en développement international des affaires, qui est beaucoup plus large et ce qui me correspond aussi mieux parce que j'aime bien toucher un petit peu à tout. Et je ne me voyais pas m'enfermer dans un sujet spécifique pour les 40 ans de carrière. Et finance, ça t'aurait amené à quoi? Banque.
Ouais, Banque, je pense, principalement. Banque, assurance. Bon, il y a quelque chose que tu as omis de dire, hein, qu'en général, les motivations professionnelles, les ambitions, elles peuvent être aussi guidées par le cœur. Bah oui, c'est sûr. Tu veux nous raconter, t'étais pas seule à Neuchâtel? Voilà, j'étais pas seule à Neuchâtel. Je suis venue avec mon copain à l'époque. On s'est connus donc en dernière année de bachelor à Montréal. Mais lui était français, donc lui faisait ses études là-bas, les 3 ans de bachelor. Et lui aussi se posait la question, l'Europe ou le Canada, je sais pas trop, mais à long terme, c'est quand même l'Europe. Donc voilà, on a pris notre décision séparément de partir en Europe. Puis enfin, évidemment, on s'est changé. Qu'est-ce qu'on fait? Ça faisait juste 1 année qu'on était ensemble, donc on pouvait pas vraiment trop se baser sur la relation pour décider des grandes, pour prendre des grandes décisions. Vous êtes bien comme mature quand même, hein, à cet âge-là. Et voilà, bah oui, quel âge on avait? 2000, on était arrivé en 2008, donc on avait 22, 23 ans. Et il se fait que on était prêts à Neuchâtel tous les deux et on a débarqué à Neuchâtel ensemble pour faire le master, donc en se disant qu'avec 2 diplômes nord-américains, ça aurait été compliqué de revenir en Europe. Et là, au moins, on a un diplôme nord-américain, un diplôme européen. Et avec ça, en moins, pendant le master, on peut aussi se faire des contacts, un peu établir le réseau et puis voir où ça nous mène. Oui, justement, le réseau à Neuchâtel, ça donne quoi? Alors, Neuchâtel, c'est une très très petite ville. On est quand même parti de 3 millions d'habitants à Montréal à 30 000 habitants à Neuchâtel. Donc, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. Mais comme je dis toujours, Neuchâtel est top pour étudier parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est une super belle petite ville. Il y a un lac magnifique. On peut faire des balades. Mais il n'y a pas de distraction. Et il n'y a pas de distraction. Donc, on ne peut que bien étudier à Neuchâtel. Et quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit vrai, que c'est la plus petite université d'Europe. Ah, d'accord. Ouais, ils ont quand même plusieurs facultés, mais ils ont en tout que 5000 étudiants. Donc, c'est des toutes petites, c'est de toutes petites classes, en quelque part. D'accord, ouais, donc en finance, quand j'ai commencé, on était une quinzaine en master en finance. Et quand j'ai changé en développement international, on était peut-être 30-35. Et tout le monde a réussi, pratiquement? Alors, en finance, non. Il y en a pas mal qui ont lâché en cours de route. Aussi, ouais. Et en développement international, bon taux de réussite. Oui, tu vois, les petits groupes. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait venir à Zurich? Et donc, on finit le master tous les deux. Et il faut chercher du travail, la vraie vie. Et donc, mon mari a commencé à chercher du travail. Moi, j'avais encore un semestre à faire en stage, donc j'étais un petit peu moins stressée de ce côté-là. Et il a trouvé le job de ses rêves à Zurich. Super. Voilà. T'as eu peur? Moi, je voulais aller partout sauf à Zurich à cause de la langue. Moi, Lausanne, Genève, Neuchâtel, ça m'aurait pas déplu. Francophone, tout va bien, on connaissait les copains, on connaît la région, etc. Alors Zurich, la ville, je connaissais un petit peu, mais c'est vraiment la langue. Je me voyais pas recommencer tout ça, ce que j'ai fait en arrivant en France, quoi. Ah, ça t'a rappelé même... D'aller dans le tram et je comprends rien, et ce qu'il dit le conducteur, et dans le magasin, je comprends rien non plus, et c'est chiant, et puis je me sens pas à l'aise. Donc c'est pour ça, moi, l'allemand, je voulais pas du tout aller là-bas. Je comprends. Et du coup, quelle a été ta réaction pour l'apprentissage de la langue? Du coup, oui, lui, c'est le job de ses rêves, donc on n'allait pas cracher dessus. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que de regarder aussi du côté de Zurich. Et je lui ai dit que moi, je viens, mais je repars pas avant que je parle allemand. Donc je viens, mais voilà, alors je viens pour apprendre la langue et on repart pas avant que j'ai mon C2 et je me suis mis ça dans la tête comme un âne avec sa carotte. Je veux mon C2, je veux mon C2. Avant de chercher un job, tu t'es dit j'apprends la langue? En parallèle. En parallèle. C'était mon objectif à moyen terme, D'accord. on va dire, de passer le C2, de refaire des cours, etc. Évidemment, j'ai cherché du travail, j'ai trouvé un poste à Zurich relativement vite qui ne demandait pas l'allemand. Alors sur le papier, tu as travaillé dans des boîtes très suisses ou bien? Ouais, alors j'ai commencé pour mon premier poste, j'ai été recrutée par Montblanc Suisse. D'accord. Donc Montblanc est une boîte allemande malgré le nom. Ah. Beaucoup de gens ne le savent pas, je ne le savais pas non plus d'ailleurs, avant de travailler pour eux. Et donc sur le papier, ils ne demandaient pas l'allemand. Et quand j'ai commencé, la réunion hebdomadaire s'est faite en allemand. Donc je me suis dit, mince, il va falloir quand même que j'apprenne l'allemand. Et c'était hyper cool parce qu'ils m'ont supporté avec des cours. Donc j'ai pu faire plusieurs sessions de cours intensifs 2 après-midi par semaine. Ok. Parce que j'en avais quand même besoin dans mon travail. Ça fait partie de la formation continue. C'est ça, qu'ils proposent. exactement. C'était comment l'ambiance de travail à Montblanc?
Très bien. Alors, c'est toute petite équipe. Alors, à l'époque, on était peut-être 35 avec le staff des boutiques. Donc, au bureau, on était une dizaine quand j'ai commencé. Et vraiment, esprit, équipe soudée, on travaille bien ensemble, etc. Aussi avec le staff des boutiques, évidemment, avec lesquels on était en contact très, très proche. Et toi, donc, tu faisais le marketing? Alors non, pas dans ce poste-là. J'ai commencé en tant que coordinatrice retail. D'accord. Donc, je supportais la directrice retail dans la gestion quotidienne des boutiques. Donc, reporting, gestion des stocks, quelques petites campagnes pour leurs clients. Donc, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le marketing. Je m'occupais des emailing, des envois de campagnes par la poste et puis d'organisation d'événements avec la directrice marketing que je supportais un petit peu de ce côté-là. Et c'est comme ça, ouais, j'ai mis le pied dedans et je me suis dit, en fait, c'est ça me tente bien, c'est intéressant. Le relationnel, le customer relationship management, comme on l'appelle, ça m'intéresserait bien pour le futur. Et après 3 ans et demi, voilà, petite structure, pas de possibilité d'évolution, au moins d'aller à Hambourg, ce qui n'était pas dans mes projets. Et pour toi, c'est important l'évolution, de progresser? Je pense que c'est important pour toute personne qui travaille. Au bout d'un moment, si c'est trop la routine, qu'on n'apprend plus grand-chose, voilà, moi j'ai envie d'avancer, de voir d'autres industries, etc., de me développer et pas juste rester sur le acquis, quoi. Oui, c'est ça. Et donc tu te fais embaucher par Sunrise. Par Sunrise, exactement. Donc j'atterris chez Sunrise, pareil, gros choc culturel. Très suisse, là, pour le coup, non? Ouais, très suisse. On avait quand même pas mal de gens avec le background étranger, mais naturalisés suisses depuis très longtemps. Et là, pareil, choc culturel, je passe d'une équipe de 10 personnes, toutes fonctions comprises, à un open space avec 70 personnes au marketing. Je sais pas à qui je parlais, je sais pas qui fait quoi. Tout le monde parle allemand. Ouais, ça m'a pris un bon 3 à 6 mois pour vraiment me sentir à l'aise et savoir à qui je dois parler pour trouver telle ou telle info. Là, c'était vraiment, comme on dit, on m'a jeté dans l'eau froide, quoi. Ouais. Et il fallait que je nage pour m'en sortir. Donc un très gros groupe. C'est très, tu as dû apprendre beaucoup d'outils aussi. Oui, alors là, pour le coup, je faisais que le marketing, notre équipe s'occupait des clients existants. Donc, on faisait des campagnes marketing pour les clients existants pour voir si les produits qu'ils ont leur correspondent, etc. Et j'ai énormément appris, oui. C'est une très, très bonne école. C'est innovatif, innovant. Innovatif. On peut dire les deux, merci. Et les télécommunications, oui, c'est une industrie qui va très, très vite. C'est un rythme très soutenu et voilà, avec toutes les nouvelles technologies, etc., évidemment, ils sont toujours au taquet, toujours au dernier point, toujours à observer la concurrence. Qu'est-ce que fait Swisscom? Qu'est-ce que fait UPC? Qu'est-ce que fait Salt? Ah non, là, on change tout parce qu'eux, ils ont fait ça. Je vois. Donc, énormément appris. Tu as tes enfants et tu es prise par le groupe Migros. Alors là, pendant mes temps chez Sunrise, la famille s'est établie, on va dire. D'abord avec une petite fille et puis une deuxième. Assez rapproché. Et moi, j'avais dans l'optique, dans mon plan, en arrière-tête, de chercher un autre travail après le deuxième enfant, parce que ça faisait presque 5 ans que j'étais déjà chez Sunrise. Et pareil, le gap pour le prochain niveau était trop grand. Donc, j'allais pas passer directrice, parce qu'il me manquait quand même un peu quelques années d'expérience pour le prochain niveau. Et j'avais pensé peut-être aller en B2B, parce que je faisais plutôt du B2C, donc client, personne et pas entreprise. Et il se fait qu'après le deuxième congé maternité, j'ai eu la surprise de me faire licencier. C'était pas tellement chouette, mais... Je crois que tu n'es pas la seule dans la région dans ce cas. Voilà, exactement. Ça arrive malheureusement très souvent et ça tombe malheureusement très souvent sur les mamans, j'ai l'impression. Mais voilà, moi j'ai essayé de... Voilà. Certes, c'était pas agréable, mais ils m'ont aidé un petit peu parce que j'avais de toute façon ce projet de changer de travail. Et ils m'ont libéré du temps, donc j'ai préféré voir ça comme ça. Ah, c'est bien, t'es positive. Et voilà, et depuis, j'ai fait 1 an dans une entreprise en B2B, du coup, parce que c'est un domaine qui m'intéressait bien aussi. Et je me suis rendu compte que je suis plutôt B2C que B2B, donc je suis retournée aux sources en plein Covid et j'ai eu la chance d'être recrutée par Migros Online où je suis depuis le mois de septembre. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise? Pour moi, Migros, c'est juste un gros groupe avec une grosse tête et qui a plein de ramifications. Alors, oui, alors Migros, tout le monde connaît Migros. Je pense qu'il n'y a pas une personne en Suisse qui ne connaît pas Migros. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu des Migros à côté de là où j'habitais, donc je me considère comme la Migros ou le Migros? Pardon, je te coupe. Moi, je dis la Migros. La Migros, comme les vrais Suisses romands.
Ah, je sais pas, j'ai toujours dit la Migros. Parce que, ouais. Et voilà, je me considère comme un Migrokind, comme ils disent, hein, un enfant Migros. Je sais pas s'ils disent ça, les romans. Migrokind. Et voilà, donc moi, je suis dans la partie Migros online. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas quand on est d'externe. Comme tu dis, on a juste l'impression que c'est un groupe énorme, ce qui est vrai. Hein. Et Migros Online, nous, on est comme une petite start-up dans tout l'univers Migros. Donc, on travaille très rapidement, on a des process très rapides, c'est tous des jeunes très, très motivés. Parce qu'online, évidemment, ça grandit énormément depuis le Covid, donc il faut qu'on arrive à tenir la cadence. Aussi, du côté logistique, ils ont énormément de travail, parce que du jour au lendemain, on a eu tellement de commandes que on s'attendait pas du tout à ça. Donc ils ont dû adapter tout le fonctionnement des entrepôts, etc. Et c'est hyper intéressant parce que je pense qu'on est encore au tout début de la courbe de croissance qui nous attend et j'apprends énormément. Donc c'est puis cool. La livraison à domicile, c'est encore assez récent aussi en Suisse. Alors il faut se dire que donc Migros Online, anciennement le shop, on a changé de nom en novembre dernier, existe depuis beaucoup d'années, plus de 15 ans. D'accord. Ouais. Mais c'est encore une tellement petite partie de la population qui commande les courses à domicile. Est-ce que les habitudes de consommation se changent très doucement, c'est ça ? Il y a ça en partie, et deux, il y a toujours, moi j'ai l'impression qu'il y a toujours cette peur ou cette appréhension de commander la nourriture en ligne. J'entends toujours les mêmes commentaires qui me disent « Ah non, mais moi, mes bananes, et puis mon avocat, je veux les choisir moi-même, et puis les yaourts, ils vont arriver cassés, et puis les œufs, alors... mais je peux dire qu'on a un bébé, qu'on doit commander des choses lourdes, et tout ça, c'est pas mal. Hein. Et moi, j'encourage vraiment les gens à essayer, parce que les commandes sont préparées par des personnes, hein, c'est pas préparé par des machines. Et... moi, j'étais déjà cliente le shop avant de travailler pour le groupe Migros et je n'ai jamais eu aucun problème. Et particulièrement pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est des gens qui les choisissent pour toi, pour les commandes et ils font vraiment attention. C'est vraiment, c'est comme s'ils le choisissaient pour eux. Donc, c'est très, 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 très rare qu'on ait des problèmes. Et donc, vous êtes en fait assez indépendant du groupe Migros, vous êtes embauché ? Alors, on est une entreprise officielle dans l'univers Migros. D'accord. Ouais, mais on est très dépendant de Migros quand même, parce qu'évidemment, on a beaucoup de produits en commun. On a toutes les campagnes nationales qu'il faut qu'on retransmette aussi dans la partie digitale. Non, on travaille très, très proche avec le groupe. Ça a l'air de te plaire. Non, c'est top. Je suis très, très contente. C'est un peu dur de te présenter de manière chronologique comme ça, parce que donc là, on a parlé que du côté professionnel. Et en même temps, les enfants, l'apprentissage jusqu'au C2. Elle a eu le C2 d'allemand, Anna. C'est le Graal. C'est le Graal, ouais, c'est vraiment, mais vraiment, c'était ma carotte, quoi. J'étais très bornée. Je veux le C2, je veux le C2. Je sais pas si tu as un conseil à nous donner. Voilà, c'est l'ambition, c'est d'être bornée, comme tu dis. Alors, moi, je dis toujours... Alors, déjà, j'ai appris le français à l'époque, donc je suis déjà passée par là. Certes, j'étais plus jeune, donc c'était plus facile. Et puis, ça n'a rien à voir. Alors, c'est le français, c'est pas une langue simple non plus, hein. Oui. Je dois dire, alors, quand on écrit « O », on sait pas trop, hein. Et puis, le verre, il y a 5 mots différents qui se disent « verre » et ils s'écrivent pas pareil. Pour l'orthographe, je concède. Donc, de ce côté-là, l'allemand, en tout cas, à l'écrit, et la lecture et l'écriture, c'est plus simple. Mais après, voilà, toutes les déclinaisons, etc. Et mon conseil, que je dis toujours, c'est déjà, il faut pratiquer. Donc, il ne faut pas juste faire son heure de cours et puis rien faire à côté. Et il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Si tu n'as pas envie, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Oui, c'est vrai. Tu pourrais apprendre n'importe quelle langue maintenant. Alors, je ne sais pas. Peut-être l'italien, qui est assez proche du français, mais who knows, comment on dit. Pour revenir à Migros, j'avais juste une question. Est-ce que vous prévoyez un drive ? Ça marche très bien en France. Alors non, c'est pas dans les plans. Et je sais qu'il y avait... ça s'est fait une fois, il y a plusieurs années. Donc avant que je sois là, ils avaient fait un test en Romandie. Et il se fait que ça n'a pas fonctionné, je crois, parce que ils l'ont fermé depuis. Donc, d'accord, ok. Non, je ne crois pas que Dommage. ce soit prévu. C'est vraiment livraison à domicile. Très bien. Et c'est, comme tu as mentionné, pour les familles, c'est génial parce que moi, mais ici, pack de lait que j'ai besoin toutes les semaines, et la lessive, et les couches, et on me les amène à ma porte. Donc déjà, j'ai pas une heure ou une heure et demie à perdre d'aller à la Migros les acheter. J'ai pas à les porter. Je le fais sur mon app ou sur l'ordinateur en 15 minutes et j'envoie ma commande et puis elle arrive chez moi le lendemain ou dans 2 jours à ma porte. Donc, j'ai plus qu'à ranger. Et c'est un gain de temps super. Oui, c'est vrai. En même temps, tu as une autre passion. C'est le sport. Je pense que cet esprit sportif, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve comme tu mènes ta carrière et ta vie
voilà, tes ambitions, ta manière d'apprendre l'allemand, etc. Alors Est-ce oui, que le tu sport, peux nous en parler? bien sûr. Alors le sport, oui, c'est le thème global, on va dire. Moi, j'ai toujours aimé bouger. Donc j'ai fait de la danse pendant 15 ans, j'ai fait un peu d'arts martiaux, j'ai toujours fait des cours de fitness, donc en salle avec un prof, la musique, etc. Et depuis toute petite, j'avais envie de moi aussi d'être devant et puis de montrer quel exercice on fait et puis d'avoir le micro et puis de mettre la musique. Et j'ai eu 30 ans et je me suis dit maintenant ça y est, 30 ans, c'est bon, je vais le faire, mon petit rêve, je vais être prof de fitness, prof de groupe fitness. T'as toujours fait du sport? J'ai toujours fait du sport. D'accord. Ouais. Alors après, voilà, pas non plus intense, hein, mais j'étais inscrite soit dans un cours de danse, soit dans un cours de pilates, soit là, ici à Zurich. À l'époque, il y avait des clubs silhouettes, donc qui sont devenus actifs fitness depuis. J'allais toujours dans les cours yoga, body pump. J'avais toujours très régulièrement 2 à 3 fois par semaine. Et donc tu deviens entraîneuse, incroyable. Et voilà, j'ai poursuivi mon petit rêve depuis toujours et j'ai fait la formation quand j'avais 30 ans, ici à Zurich, en allemand, donc j'étais très fière de moi. Les week-ends, alors c'était une formation les week-ends, ouais. Alors j'avais pas d'enfants à l'époque, hein. Quand même, je tiens à le préciser, parce que les week-ends avec les enfants, c'est plus compliqué. Pendant 4 mois, ouais, chaque deuxième week-end, donc j'ai fait 8 week-ends, je crois, c'était le samedi et le dimanche toute la journée. Pour être prof de groupe fitness. Voilà. T'as même appris sur le corps Oui, alors on a une formation de base, hein, on n'est pas physiothérapeute ni quoi que ce soit, donc on apprend vraiment quelques muscles de base, et puis surtout tout ce qui est animation du cours, la musique, c'est qu'il y a des temps de musique qu'il faut savoir compter, il faut savoir les montrer en avance, annoncer les mouvements en avance pour que les gens puissent suivre, etc., tout en faisant ton mouvement jusqu'à la fin, et c'est tout ça qu'on apprend. Et on apprend évidemment tous les mouvements que tu fais dans un cours de fitness en salle pour pouvoir entraîner un petit peu tout le corps. Donc ta discipline, c'est le fitness? Alors officiellement, ça s'appelle le body toning, qui pour moi, c'est la même chose que cuisse abdos fessiers, évidemment. Quand je donne un cours de cuisse abdos fessiers, il y a plus d'accent sur les cuisses abdos et fessiers. Et body toning, c'est un petit peu plus général, puis un peu plus de bras, le dos, etc. Et voilà, c'est mon domaine, ouais. Tu as travaillé dans une salle et après tu t'es lancée en indépendant? Alors je travaille toujours chez Active Toujours Fitness. Ouais. J'ai toujours, depuis 4 ans maintenant, j'ai mon contrat chez Active et j'ai mon heure fixe tous les lundis soirs à Active Kreuzplatz. Donc avec mon petit groupe. En français, non. Non. Alors j'enseigne en deux, en anglais et allemand. D'accord. Ouais, ce qui me vient spontanément, mais je mixe toujours parce qu'il y a toujours des gens peut-être qui ne comprennent pas l'allemand. Donc voilà, c'est anglais, allemand, pas vraiment le français. et en parallèle, oui, il y a 2 ans, même 3 ans peut-être, j'ai refait une petite formation pour pouvoir donner des cours dehors. Et ça, je l'ai lancé du coup en parallèle, en privé, dans le parc à côté de chez moi. Excellent. Le samedi matin, voilà. Et depuis, ça marche bien. J'ai des gens qui reviennent. Et puis, c'est vraiment génial de commencer le week-end par ça. Surtout quand il fait beau. On peut te contacter pour faire partie du groupe. C'est adressé qu'aux femmes? Non, c'est pas adressé qu'aux femmes. Alors, c'est vrai que j'ai plutôt des femmes. Mais les hommes sont très bienvenus. Donc, si vous m'écoutez, les hommes, venez. C'est pas du tout axé sur les femmes. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous les niveaux. Je montre toujours des options dans ce qu'on fait pour faire plus ou moins intense selon la forme physique et l'humeur du jour aussi qui joue. Et voilà, c'est samedi matin, on commence le week-end avec un petit peu de temps pour soi et on se fait du bien. Et comment tu trouves toute l'énergie? Honnêtement, je ne sais pas. Je me le demande aussi moi-même. Après la semaine de travail avec les enfants. Moi, ce qui me motive toujours, c'est déjà... De base, j'aime bouger. Et je trouve que c'est important, d'autant plus quand on a une famille, de prendre cette petite heure, même si ce n'est qu'1 heure par semaine, pour toi. Rien que faire une balade. C'est pas obligé de faire un cours de sport. Voilà. Si tu veux faire un cours de sport, c'est encore mieux. Et de voir les visages à la fin du cours, que ce soit dehors ou en salle. Alors, certes, pendant le cours, ils sourient pas toujours, mais à la fin, ils sont toujours très contents. Oui, c'est sûr. On libère les bonnes hormones. Voilà, c'est ça. On libère les hormones du bonheur et même moi en tant que prof, il y a toujours ce sentiment de waouh, j'ai fait ça pour moi, c'est top. Et c'est ça qui me motive en fait. Et puis tu dois être irréprochable si tu montres l'exemple. Enfin, pas irréprochable, mais bon. J'essaie. Tu contrôler ton geste, oui, voilà. Voilà, en salle, certes, c'est une dynamique un peu plus soutenue, on va dire, parce qu'il y a la musique, etc. Et puis il faut pas qu'il y ait de temps mort, quoi.
Dehors, alors maintenant, je vais commencer à mettre un peu de musique juste pour le fan, mais on est moins axé sur le rythme, etc. Parce qu'on utilise l'espace, on utilise la pelouse, les bancs. Et comment tu fais l'hiver? Eh ben, l'hiver, on fait quand même s'il fait pas trop moche. Donc, s'il neige pas, s'il pleut pas. Cet hiver, je me rappelle, j'ai fait un cours en février, il faisait -3. Wow. Et j'avais quand même des gens qui sont venus, très très motivés. Tonique. Voilà, c'est ça, tonique, on s'en réveille, -3, voilà. On bouge un petit peu, on se fait du bien, on se réchauffe. Et tu as déjà pensé à louer une salle pour cette activité-là? Alors, j'ai déjà pensé à louer une salle. J'attends un petit peu parce que je suis en train de me former pour élargir un petit peu déjà mes connaissances à moi et mon offre sportive dans les mois qui viennent. Je commence demain d'ailleurs avec une formation pour le fitness pour femmes enceintes et fitness après accouchement. Et une fois que ça sera fait, je pense que je vais regarder pour louer une salle parce que pour femmes enceintes et pour le rugby-bildung, comme on dit, c'est pas reconstitution, c'est remusculation du périnée, remise en forme de tout ça après l'accouchement. Je pense que c'est préférable de le faire en salle parce qu'on est quand même beaucoup au sol, voilà, et comme ça on est indépendant de la météo, etc. Donc je vais me lancer dans ça. Prendre conscience de notre corps, des respirations, il faut que ce soit calme. C'est ça, exactement. Et tu le feras en français du coup aussi, c'est possible? Je pense, ouais. Oui, parce que là il y aura forcément. Je pense qu'il y aura de la demande en français, ouais. Donc après, s'il y a des germanophones et anglophones, on s'adaptera, mais donc ça, c'est ça mon petit projet. Donc on annoncera tout ça de toute manière. Je mets tes liens. Ça s'appelle Anna Fit. Alors, ça va s'appeler Anafit, c'est en cours de construction. Ok, super, excellent. Au niveau de la question, justement, de ton identité, comment tu te situes? Donc, quand même, tu as une culture russe, j'imagine qu'elle ne s'est pas arrêtée le jour où tu es arrivé à la frontière franco-suisse. Alors, c'est une très très bonne question, et moi, j'aime bien répondre à cette question en disant que je me sens comme un world citizen, comme une citoyenne du monde, parce que, alors certes, j'ai vécu en Russie 10 ans, après j'ai vécu 5 ans en France, 5 ans au Canada, et maintenant, 11-12 ans en Suisse. Et alors, certes, il y a une grande partie de moi francophone. Après, c'est pas vraiment français, c'est plus le concept de la francophonie. Tu vois, je me sens très, très proche de la langue française et c'est la langue qu'on parle en famille, etc. Alors, certes, je me sens aussi proche de la France parce que mon mari est français. On passe quand même les fêtes là-bas. J'ai fait l'école en France à l'âge quand même assez sensible. Quelque part, 4e à la première, on est pré-ado, ensuite on est ado, donc on intègre pas mal de choses. Et Suisse, oui, je me sens aussi suisse parce que j'adore ce pays, on est là depuis longtemps, tout fonctionne, la nature, j'adore ça, je vois pas pourquoi on partirait, quoi. Est-ce que tu as des grands manques ou de la nostalgie de ton enfance en Russie? Alors certes, mes copines m'ont beaucoup manqué, et puis ils me manquent encore toujours, même si ça va faire 25 ans que je suis partie, j'ai encore mes meilleurs amis avec qui j'ai contact. Et depuis, tout le monde a des enfants. Moi, j'ai pas vu leurs enfants, et elles ont pas vu les miens. Mais on a un groupe WhatsApp où on se parle toutes les semaines. Enfin, on s'envoie des blagues, c'est pas des grandes discussions, mais et ça me manque, c'est vrai, ça me manque. Et puis j'aimerais bien aller aussi voir ma grand-mère un peu plus souvent, mais voilà, depuis qu'on a des enfants, évidemment, c'est beaucoup moins facile. C'est ça. Ils parlent russe un petit peu, les enfants? Alors un petit peu, oui. Alors la petite, elle parle pas encore dans une langue. Elle commence à dire quelques mots. Et la grande, elle comprend très bien le russe et elle se donne beaucoup de peine à parler. Ouais. Bravo. Mais toi, tu parles français quand même? Moi, non, on parle français. Ouais. Donc c'est mes parents qui leur parlent en russe quand ils sont là. Et... C'était par facilité pour toi? Enfin, c'est vraiment compliqué pour une mère de choisir une langue différente. Ouais. Alors moi, j'ai toujours pensé que je parlerais russe à mes enfants. Oui. Et bizarrement, j'en ai pas pu. Ouais, quand elle est née, c'est vraiment... je pense que le français a pris une telle place que... c'est devenu ta langue du cœur, ça. C'est ça. Et on dit souvent ça quand on parle la langue du cœur avec les bébés. Juste les petits guili-guili et tout ça, ça sortait pas en russe, quoi. Donc, ça a changé de langue maternelle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Dans un avenir plus lointain, quel genre de réalisation souhaiterais-tu aussi mener? Je pense que c'est quelqu'un qui a aussi des projets, des envies. Voilà, très bonne question. On est dans les rêves. On est dans les rêves. Alors, je lâcherai pas ma carrière, je pense pas tout de suite, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre et j'adore mon travail. Je pense que là, je suis vraiment dans un domaine, dans le e-commerce, qui a encore beaucoup d'avenir, malgré le fait que ça soit bien établi dans certaines industries, dans la nourriture, etc. C'est pas le cas. Et je pense qu'on a une belle histoire devant nous.
Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais garder. Et en parallèle, oui, j'aimerais beaucoup mon métier de cœur dans le sport. Voilà, j'aimerais vraiment élargir ce côté maman parce que depuis que je suis maman moi-même, je comprends et je ressens ce besoin et cette importance pour les mamans de prendre le temps pour elles. Oui. Parce que c'est vrai que avoir un enfant, c'est tout un tsunami d'émotions, de nouvelles choses. On apprend plein de choses sur soi et sur les enfants et sur l'équilibre dans la famille, etc. Et en même temps, il ne faut pas s'oublier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais encourager et être là pour les futures mamans et pour les mamans qui viennent d'avoir un bébé. Et aussi après, pour les mamans qui ont déjà des enfants un peu plus grands comme toi et moi, qu'elles prennent ce temps pour elles, juste sortir, bouger un petit peu. Pareil, sur les mamans de Zurich, juste organiser des rencontres, organiser des dîners. J'avais organisé un dîner, ça va faire 1 an et demi déjà. On avait lancé des dîners mensuels et le feedback était top, quoi. Les mamans étaient tellement ravies de se prendre une soirée entre mamans, discuter, aller manger tranquillement, rigoler, voilà. Pour toi, la solidarité féminine, c'est quelque chose qui est très présent entre le groupe. Alors, d'autant plus, c'est vrai que la maternité nous change quand même. On se dit toujours, avant, on ne sait pas trop, et une fois qu'on est dedans, on réalise que, je trouve que quand on rencontre notre maman, rien que par le fait qu'elle soit aussi maman comme toi, il y a déjà une connexion de fait. Alors que peut-être, si on n'avait pas d'enfant, on n'aurait pas du tout les mêmes intérêts ni quoi que ce soit, et qu'on ne serait pas copains. Ouais. Et quand on est parents, il y a déjà cette connexion qui se fait directe, et je trouve qu'on se fait beaucoup d'amis parce qu'on est parents à la base. Oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Pourquoi on est fatigué aujourd'hui, pourquoi on change 3 fois de plan, pourquoi on déplace le dîner 4 fois. C'est plus facile. Donc voilà, j'aimerais bien pour le futur de garder cet esprit d'entraide et de développer un petit peu ce côté bien-être pour les mamans. Voilà, on verra. À fond. Tu sais que pour moi, la citation, c'est un concentré de sens, d'essence, d'un courant, d'une idée qu'on a. Qu'est-ce que tu as choisi pour nous? Alors oui, j'ai choisi. Donc voilà, je t'avais demandé si ça va en anglais. Donc tu m'as dit qu'il n'y avait pas de souci. C'est une citation qui... Alors, pour la petite histoire, j'avais cette citation dans ma signature email, mais depuis toujours. Donc, j'ai vraiment quelque chose qui toi aussi, t'aimes les citations. qui m'a bien marqué. Et c'est une citation de David Copperfield, donc le magicien assez connu, qui disait, donc en anglais, The most important thing in life is to stop saying I wish and start saying I will. Donc... en français, la chose la plus importante dans la vie, c'est de ne plus dire j'aimerais, mais de dire je vais. Mais je crois que la volonté, c'est ce qu'on retrouve dans toute l'interview. Voilà, je sais pas, ça pas de me dire. Et je pense que ça représente bien, oui, il y a tout un chacun des rêves et des projets, et souvent on se dit non, j'arriverai pas, ou j'ai pas le temps, ou ci ou ça, et puis au bout d'un moment, il faut se donner un objectif, et puis il faut y aller. Ouais. Alors, je dis pas que c'est simple, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, et il faut s'y tenir, mais je pense que ça part toujours de cette volonté très intérieure de se dire, je vais le faire. Peut-être ça me prendra 3 ans. Anna Lambin, l'énergie, de la volonté. Ça me prendra peut-être 3 ans, 4 ans, mais voilà, c'est baby steps, petit pas par petit pas. Mais pas perdre ton objectif. Ouais. Être dans l'action. Bravo, merci beaucoup. Merci à toi. Partage. C'est vraiment éclairant. Je suis contente d'avoir pu vous présenter Anna. Beaucoup la connaissent aussi grâce au groupe. Donc, c'était important pour moi qu'on entende ta voix, de te remercier. J'espère même avoir d'autres administrateurs de groupe, pourquoi pas, mais vraiment, je suis ravie de t'avoir eu. Pour moi, ce qui ressort justement, c'est ton adaptabilité, ton mental. On dirait que ceux qui ont été expatriés jeunes ont cette capacité supplémentaire à voir le positif de chaque endroit, chaque situation. Et finalement, oui, à l'adolescence, on crée notre identité la plus forte. C'est ce qui ressort. C'est tout à fait ça, oui. Quand on est balancé un petit peu entre les continents, d'autant plus on était enfant unique, on intègre beaucoup et on apprend énormément sur soi, sur la vie. Et on évolue. Donc il n'y a pas de fatalité, on peut bouger les enfants. Oui. J'encourage même à bouger les enfants. Ça ouvre l'esprit. Merci à vous, chers auditeurs, de votre soutien. Abonnez-vous à Franzine sur les chaînes YouTube et les plateformes de podcast. À bientôt.